Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va nickel, pourtant il est quand même 8h du matin, première fois de ma vie que je tourne une vidéo aussi tôt, mais voilà, j'ai envie de me mettre un peu au rythme des gens qui se lèvent tôt, parce que normalement à cette heure-là je suis dans un état cataclysmique. Bon, aujourd'hui si on se parle, c'est parce que le meilleur championnat du monde nous a donné rendez-vous. Après avoir fait beaucoup de vidéos anecdotes, j'en ai jamais fait sur la Ligue 1. Alors que je vous en parle chaque semaine avec le Planète Ligue 1, les gars qui cartonnent sur TikTok, ça fait des stats absolument effrayantes, donc je me suis dit, à force de faire des formats courts sur ce championnat que j'aime tant, pourquoi pas rassembler 100 histoires de trucs que, vas-y, on n'a jamais trop vu, hein, voire même pas du tout. Parce que oui, il y a les plus grands clubs, mais il y a aussi tous ceux qu'on a oubliés là, qui sont là. Donc on est allé chercher des anecdotes avec un grand A. On va pas vous parler de Yacine Bamou qui a travaillé à la boutique du PSG, ce genre de trucs. Là, non. Là, on parle sérieux, des vraies histoires. Je pense que vous allez apprendre des trucs. Dans tous les cas, c'est impossible que vous connaissiez les 100. Voilà. J'ai assez parlé. Pourquoi faire durer le suspense plus longtemps quand on a 100 histoires à découvrir? On est parti, on y va. Et juste avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait plaisir. On commence par une personnalité qui est la Ligue 1. Voilà, à part entière. Hein, Laurent Paganelli, aka Paga, que la plupart, en tout cas des jeunes générations, connaissent pour avoir commenté et suivi la Ligue 1 pendant des années sur Canal+, il y est toujours d'ailleurs. Eh bien ce n'est pas tout, pour les générations un petit peu plus anciennes, hein, il est aussi connu pour avoir eu une carrière en Ligue 1, notamment du côté de la S Saint-Etienne, et la légende raconte que c'est lui le joueur le plus jeune de l'histoire de la Ligue 1, vu qu'il est entré en jeu en 1960 à 15 ans, 7 mois et 12 jours. Eh bien cette légende est totalement fausse. Parce que le plus jeune, c'est Jacques Matussière, alors âgé de 14 ans et 6 mois, dans un match entre l'Olympique Lillois et le FC Rouen en 1938. Après voilà, le problème de ce genre d'anecdote, et il y en aura quelques-unes, c'est qu'on n'a absolument aucune preuve que ça s'est passé. Par contre, 14 ans et 6 mois, je ne sais même pas comment il a atterri là, le gars. Dans sa version lyonnaise, qui a quand même beaucoup de flow, hein, Karim Benzema a fait un feat avec Rof. Et vu que là, vous avez envie d'écouter, cadeau. Combien Que des 6-0 gros. Ah ouais. Écoute là. On a parlé du plus jeune, parlons maintenant des plus vieux, parce que oui, si je vous dis vieux et Ligue 1, vous me dites Hilton, Dante. Les deux à 42 ans, ils jouent encore en Ligue 1, hein, et le plus touffu des deux est toujours là. Eh bien, ni l'un ni l'autre n'a le record, puisque je vous présente Roger Courtois, attaquant de Troyes en 1956, qui avait alors 44 ans et 4 jours. En fait, c'est ça le problème, c'est que quand on cherche, le foot d'il y a 100 ans, il bat tous les records de trucs invraisemblables. Les vidéos tournent quand même pas mal sur les réseaux, mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont pas vu. Au Parc des Princes, il y a une chambre d'hôtel. Il y a une tyrolienne. C'est tout. Mais c'est déjà bien. Autant la chambre d'hôtel, on l'avait vu et tout, c'est stylé. La tyrolienne, les gars, ils poussent le truc très loin quand même. Dans la catégorie le foot d'avant nous rend complètement fous. Dites-vous que aucun joueur de notre ère à nous n'a atteint ne serait-ce que le top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Et pourtant des buteurs, il y en a eu. Kylian Mbappé avec 191 buts, qui est loin d'être dégueu, hein. Il est 6ème du classement. Le numéro 1, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours Delio Onis, avec ses 299 buts dans plusieurs clubs français. Partons à Brest où j'ai envie de vous parler de Brendan Chardonnay parce qu'il a une carrière un petit peu atypique. Ça fait maintenant 15 ans qu'il joue à Brest, ce qui veut dire qu'il a tout connu avec le club. En 2012-2013, hein, il joue pour la première fois de sa vie en Ligue 1, puis il connaît la descente du club en Ligue 2, il passe 5 années en Ligue 2, il connaît la remontée du club, il connaît la qualif en Ligue des Champions, il connaît la Ligue des Champions, et puis il est toujours là, titulaire indiscutable, après 266 matchs avec les Bretons. Et ça, excusez-moi, c'est magnifique. Attention tout le monde, je vais dire un nom qui sonne extrêmement Ligue 1 Conforama. Frédéric Samaritano. Ça nous rappelle forcément pas mal de souvenirs du côté de Dijon, hein, avec Pierre Lesmelou et compagnie là. Bon, sans surprise, ce record-là, même le foot d'il y a 100 ans ne le battra pas. C'est le plus petit joueur de l'histoire de la Ligue 1 avec 1m62. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il fait aujourd'hui, Samaritano est entraîneur adjoint à Dijon. À l'opposé de Samaritano, le plus grand, c'est Isaac Touré, 2m06. Et je peux vous le dire, pour l'avoir vu en vrai, c'est traumatisant. Même du stade, même de tout en haut, tu vois qu'il y a un truc qui est différent. De toute manière, à partir du moment où il met une tête aux gardiens qui sont déjà immenses... Un jour, alors qu'il joue avec l'OM, Fabien Barthez débarque sur le terrain avec un maillot un petit peu spécial. Sans sponsor et sans logo. Sûrement un petit problème de l'OM, hein, mais quand même marquant. Et comment préparer une vidéo sur notre bonne vieille Ligue 1 sans parler de nos arbitres, qui font tant parler chaque saison, soit pour leurs décisions,
soit pour des dégradés vraiment bizarres, ou même pour des trucs encore plus étranges. Par exemple, Eric Vatelier, que beaucoup de gens connaissent, hein, arbitre en Ligue 1, arbitre en Ligue des Champions, est aussi chirurgien dentiste la semaine. Et la vidéo existe. Quelle équipe a été le premier Olympique de France? C'est une bonne question. En tout cas, l'Olympique lillois, ancêtre du LOSC, est la première équipe française à remporter le championnat. Accueillons désormais un petit disparu, Valenciennes. Et oui, Valenciennes, quand on était petit, ils étaient tout le temps là. Maintenant, les temps sont un petit peu plus durs, hein. Ils sont en national, mais j'avais envie dans cette vidéo de leur rendre un petit hommage avec un record qui leur est propre. Valenciennes a le record en France du plus gros score mangé de l'histoire du championnat de France. Ils ont pris 12-1 face à Sochaux en 1935. Encore le foot d'il y a 100 ans, ça nous rend fou. Mais c'était le Sochaux d'Étienne Matler, les gars. La vidéo est disponible sur lui si vous l'avez pas vu. Ça fait toujours plaisir. Et sans rancune, hein, les Valenciennois. Peut-être qu'on reparlera de vous dans la vidéo. En 2021, lors d'un OM Amiens qui ne payait pas trop de mine, hein, Dario Benedetto s'ouvre le crâne. Et à ce moment-là, hein, en général, les médecins te mettent un bandage. Il te fait perdre un petit peu ton flow, mais c'est le truc classique, voilà, ça ressemble à ça. Bon, et en général, tout le monde fait ça. Pas lui. Ce jour-là, il revient sur le terrain avec un bonnet de piscine. Petit bonnet Arena pour une photo qui restera à jamais gravée dans la légende. Juste du coup, depuis ce jour, je me demande où ils sont allés chercher le bonnet. Ça voulait forcément dire qu'il y avait un gars sur lui qui avait un bonnet de piscine. Et pas de strap. Pourquoi? On était sur Amiens, alors restons-y. Amiens, les gars, c'est un petit de la Ligue 1. Il a que 3 saisons, mais ça compte. Et ce qu'on sait moins sur les Amiénois, c'est qu'à la base, le club, c'est l'équipe d'un lycée. Le prof d'histoire de ce lycée a fondé une association pour que les élèves fassent des activités. Et le prof d'anglais, qui à l'époque avait la vision, a proposé de rajouter l'activité foot. Parce que oui, à la base, les activités, c'était la lecture, la randonnée, ce genre de trucs. Mais cette petite initiative du prof d'anglais, ça a donné 100 ans plus tard, un club qui affrontera les meilleures équipes du pays. Et je sais pas vous, mais moi, quand je pense à Amiens, je pense à Régis Gürtner. Je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Et ça va vous faire bizarre, mais il joue maintenant pour Lens. Et le voir sous un autre maillot, je sais pas, c'est non. En 1973, la Ligue va inventer une nouvelle règle. Et celle-là, comment j'ai pu passer à côté pendant tant d'années? Toute équipe qui marquera 3 buts dans un match repartira avec 1 point supplémentaire. À l'époque, rappelez-vous, si on perdait, c'était 0 point, un match nul, c'était 1 point, et une victoire, c'était 2 points. Sauf qu'à partir de 1973, si tu marques 3 buts, t'as un point bonus. Peu importe le résultat, même si tu te fais démolir 10-3, tu prends un point quand même. Et ça voulait aussi dire que tu pouvais prendre 2 points en faisant un match nul 3-3, soit autant qu'une équipe qui gagnerait son match 1-0 ou 2-0. Et bien cette nouvelle règle là, ça a donné une saison 73-74 hallucinante. Il y a eu beaucoup de buts et même pas mal de petites magouilles. Mais ça, on peut pas trop le prouver. Dans le doute, petit exemple. Comme ça, vous allez vous faire votre propre idée. Dernière journée de Ligue 1, Reims bat Montpellier 8-4. Avec ce score, Carlos Bianchi marque 5 buts. Et est sacré meilleur buteur du championnat. L'AS Monaco, de son côté, se fait démolir, mais vu qu'ils ont marqué 4 buts, ils prennent un point. Ce qui leur permet de se sauver de la relégation. Tiens, comme par hasard. La règle à la fin de la saison, elle est un petit peu modifiée, sans surprise. À partir de ce moment-là, seule une équipe qui gagne par 3 buts d'écart a le bonus. Si tu perds, tu l'as plus. Et puis au bout de 3 ans, finalement, ça sera totalement supprimé. 6 décembre 2020, on est en pleine période Covid, les stades sont vides, c'est vraiment pas la joie, on connaît tous le contexte, mais ce jour-là, on a un Nantes-Strasbourg. Et les Strasbourgeois, ils attaquent fort, 15e minute de jeu, ils obtiennent un penalty. Et regardez-moi le 11 de Strasbourg à l'époque, c'était vraiment du joli. Et des tireurs de penalty, dans ce 11, il y en a pas mal. Notamment Kenny Lala ou Ludovic Ajorc. Sauf qu'à ce moment-là, Dimitri Liénard va aller voir Kenny Lala pour lui demander s'il peut frapper son penalty. Et je suis allé voir Kenny Lala, je lui ai dit Kenny, s'il te plaît, laisse-moi tirer. Kenny Lala, comme tout joueur normalement constitué, va lui poser la question « Pourquoi ?» Et Liénard va le regarder dans les yeux. Il va lui répondre qu'il a à tout prix besoin d'un but sur mon petit gazon pour gagner son match et finir premier de son championnat. C'est pas une vanne. On a eu un penalty. Et mes joueurs dans mon équipe n'avaient pas forcément tous été bons auparavant. Et il fallait que je fasse un nul ou une victoire pour gagner. Donc dans le plus grand des calmes, il va prendre le ballon, tirer son penalty, marquer. Strasbourg va gagner 4-0 à l'extérieur. Tout va bien se passer et il va finir premier sur MPG. Et ils avaient les croquettes, mes potes. Et tant qu'on y est sur MPG, on a décidé de vous régaler. Surprise. Déjà juste avant, pour tous ceux qui connaissent pas le jeu, même si je pense que c'est absolument impossible, l'objectif c'est de créer ton équipe de rêve en prenant les meilleurs joueurs du championnat. Chaque semaine, tu fais ta compo, t'affrontes un adversaire. Si les joueurs performent en vrai,
tu marques des buts, tu gagnes ton match, et tout ça, bien sûr, est 100% gratuit. Et à partir de ce week-end, vous pouvez vous inscrire dans mon tournoi MPG. C'est absolument de la folie. Vous avez jusqu'à la prochaine journée de Ligue 1 pour faire votre équipe. Plus il y a de joueurs, plus il y a de tours, plus ce sera dur, mais croyez-moi, le gagnant va se mettre très bien puisqu'ensemble, on ira voir un beau match de Ligue 1 en bord terrain. Ah et bien sûr, je participe aussi, hein, donc certains d'entre vous vont m'affronter. Imaginez juste si je perds au premier tour des mois et des mois de vidéos sur la Ligue 1 pour se faire éclater d'entrée. Malheur. Pour rejoindre le tournoi, il vous suffit d'entrer le code PLANET dans l'application, hein, alors foncez, vous avez 2 semaines et petit bonus, les meilleurs d'entre vous, et aussi les plus nuls, passeront dans le Planète Ligue 1 parce que oui, MPG aura maintenant sa rubrique dans le mag. Il y a quelques années, on se souvient tous du but de Mbappé face à Lille au bout de 8 secondes, hein, qui part du rond central, magnifique. Mais c'est pas le but le plus rapide de l'histoire du championnat, puisque Michel Rio avec Guingamp avait marqué en 7,2 secondes. Et vous avez les images devant les yeux, c'est vrai que c'est extrêmement rapide. Cette année, pendant un match face à Lens, la JOCR s'est ramenée avec un maillot et un flocage assez étrange. Il était un petit peu tout tordu, hein, regardez les images, c'est vrai que c'est assez troublant. Et ça les amis, c'est ce qu'on appelle une opération de test grandeur nature. Les flocages ont été directement inspirés des tests de vision qu'on peut trouver chez un ophtalmo. Pour rappeler à tous les spectateurs présents au stade et même peut-être devant leur télé, d'aller consulter. C'est important les yeux, c'est vrai. On reste toujours cette saison où une autre image a marqué un petit peu la Ligue 1. Celle de Monsieur Leleu. Et qui est Michael Leleu, de son vrai nom? C'est un arbitre professionnel français qui est rentré sur le terrain cette année. Et il y a eu ce plan séquence sur Ligue 1+. Voilà, une image qui a fait le tour des réseaux. Donc moi, petit curieux, je suis allé me renseigner un petit peu sur cet arbitre que je n'avais jamais vu auparavant. Pourtant, c'est vrai qu'on peut difficilement le rater. Hein. Je suis tombé sur sa page LinkedIn. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu sa bannière LinkedIn, les amis. C'est un grand malade. Non, en vrai, j'étais mort de rire. Il est trop fou. Après, bon, j'ai vu quelques likes LinkedIn. Je vous laisserai aller voir. En 1994, le FC Nantes, qui s'appelait à l'époque FC Nantes Atlantique, avec ce logo, est passé tout proche d'un exploit historique. Réussir une saison sans perdre le moindre match. 32 matchs d'affilée sans défaite avant de chuter pour la seule fois de la saison face à Strasbourg à l'extérieur. Et depuis, personne n'a fait aussi bien. Je suis allé comparer un petit peu avec le PSG Qatari, qui est peut-être la plus grosse équipe qu'on a eu dans le championnat de France, en tout cas avec autant de déséquilibre. Bon, il y a 3 reprises, hein. Paris a terminé avec 2 défaites, sans jamais égaler les 1 défaite des Nantais. Entre 2013 et 2017, il y a un gars qui s'est fait remarquer en France pour avoir défoncé toute concurrence sur un sujet bien précis. Ce gars, c'est Yannick Cahuzac. Et vous savez que je sais que vous savez. Sur 4 ans, hein, 4 ans, il a réussi à prendre 9 cartons rouges, soit 5 de plus que tout autre joueur de Ligue 1 sur la même période. Et au total, il a fini sa carrière avec 12 rouges en Ligue 1. 19 toutes compétitions confondues. Pas trop mal. La pire défense de l'histoire de la Ligue 1, c'est 3. Et la stat, les amis, elle est terrible. Alors heureusement, c'était il y a longtemps, 1960-1961, mais ils ont pris 108 buts cette année-là. À titre de comparaison, Arles-Avignon, qui est l'une des pires équipes qu'on ait connues dans l'ère moderne en Ligue 1, lors de leur saison cataclysmique en 2011 où ils avaient terminé avec 20 points, ils avaient pris 70 buts. Il y a quand même 38 buts d'écart, hein. C'est un but par journée de championnat. C'est énorme. Celle-là, elle est facile, top 3 de mes préférés de la vidéo, largement. Hein. En 1982, Bordeaux, en fin de saison, joue le titre et perd un match capital. Sauf que pour Claude Bèze, président emblématique des Girondins de Bordeaux, hein, son équipe s'est fait voler. Il le dit clair, net, précis. Donc vu que sur ce match, a priori, il perd le titre, hein, sur le match suivant, il décide de boycotter le championnat totalement. Il titularise Alain Giresse, qui a la particularité d'être à peine plus grand que Samaritano, dans les cages. Et il lui donne comme consigne de faire goal volant pendant 90 minutes. Et c'est totalement vrai. Résultat, Marius Trésor, défenseur central, joue dans la cage avec un maillot de joueur, sans les mains. Et il peut pas arrêter les ballons, forcément. Pendant que Giresse est au milieu du terrain à gambader sur la pelouse avec son maillot gardien. Les images paraissent irréelles et je paierais très fort pour que ça re-arrive aujourd'hui. Hein. J'imagine même pas à quel point ça fait le tour de la planète, ce genre de truc. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas. Résultat, vous vous posez la question. Bordeaux a pris 6 buts. Je trouve que c'est vachement bien. Hein. Rappelons quand même que Valenciennes en a pris 12 avec un vrai gardien. On continue dans les noms emblématiques de la Ligue 1. Tony Chaperon.
l'homme qui a voulu balayer un joueur en plein match quand même. Bon, lui, il a été là pendant longtemps, que du coup, il y a pas mal d'anecdotes sur lui. Mais avant de vous balancer la meilleure à mes yeux, hein, j'ai découvert qu'en 2015, il a arbitré le derby du Caire en Égypte, entre le Zamalek et Al Ahly. Pourquoi pas? Ça fait partie des trucs, on est d'accord, dont on se fout totalement, mais je voulais vous le partager, hein. Vous pouvez le ressortir comme ça, des petits connaisseurs foot. Non, plus sérieusement, on retourne à Valenciennes, hein, pour la 3e fois de la vidéo, ça fait quand même beaucoup. Valenciennes-Bordeaux, 2009, fin de saison, au micro de Canal, à la fin du match, un joueur valenciennois, Raphaël Schmitt, accusera l'arbitre du jour, aka Tony Chaperon, hein, de l'avoir insulté et d'avoir prononcé cette phrase. J'avais été le voir pour demander voilà, pourquoi il met pas un carton sur la faute sur Rudy et après, voilà, il dit rien, il me dit mais sur la deuxième mi-temps on va vous enculer. Je lui dis mais vous êtes sérieux de dire ça? Ce cas peut être la raison pour laquelle on sonorise les arbitres, parce que si ça arrive et qu'on a l'audio, exceptionnel encore. Bref, non, plus sérieusement, cette histoire elle est allée pas mal loin, hein. Déjà ça a fait du bruit dans les médias, ça a fini au tribunal quand même. Ou c'est Valenciennes qui a dû payer 1000 €. Voilà, tout ça pour ça. Allez, pour le kiff, parce que pendant mes recherches, je suis tombé sur quand même pas mal de maillots de Ligue 1 iconiques, hein, et je vous fais un top 3 des sponsors maillots les plus étonnants du championnat de France. Déjà, le Watibé de Montpellier sur le cul, j'ai pas besoin d'ajouter grand chose, pourquoi pas. Ensuite, iconique, le Justin Bridou sur le maillot de l'OL, pas mal là aussi. Mais le Prime, je pense, hors maillot Auxerre PlayStation parce qu'il est trop connu, le Prime de la Ligue 1, c'est le FC Martigues. Pensez à eux, hein, qui sont retombés très très bas là. Et ben à une époque, en D1, ils jouaient avec un maillot Jurassic Park, les gars. Petite stat désormais, Wabi Kazri a marqué autant de coups francs en Ligue 1 que Di Maria et Neymar réunis. Je pose ça là. Pendant la saison 2010-2011, l'OL perd le derby 1-0 à domicile et ça ne passe pas du tout pour Jean-Michel Aulas qui après le match se venge et tacle ses copains stéphanois en déclarant la SSE ne peut jouer la Ligue des Champions que sur PlayStation, à l'inverse de l'OL. Résultat, au match retour, les Stéphanois ils ont entendu la déclaration. Il y a donc une banderole dans le virage, hein. Aulas, ce cadeau est pour toi. Et au même moment, un supporter des Verts s'incruste dans la tribune présidentielle et offre une PlayStation à Aulas dans un ruban rouge. Sauf qu'il a cru que c'était un colis piégé, donc il n'a pas du tout pris la PlayStation. Le gars qui s'est incrusté s'est fait totalement évacuer, je pense de manière violente. Et il a appris l'anecdote qu'après la rencontre. Ce qui est vachement dommage en vrai. Accueillons désormais celui qui est sûrement le plus grand fabricant d'anecdotes de Ligue 1 de l'histoire de la France. Giroud. À Auxerre pendant des années, il y en a eu plein. Vraiment plein. Vous paraissez découragé, Guy. Non, non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je vais pas faire un papier d'ambiance. On parle du match de Metz, non? Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler plutôt de son deuxième club. Parce que ça aussi, hein, comme Gertner, j'arrive pas à m'en remettre. Giroud a entraîné Lens. Sauf qu'on aurait dû tous se réunir, personne n'était d'accord pour ce choix. Et dites-vous quand même que même la loi française était d'accord avec nous. Parce qu'il avait pas droit de signer à Lens. À l'époque, il a 68 ans et la loi stipule qu'un entraîneur de Ligue 1 ne doit pas dépasser 65 ans. Sauf que là aussi, c'est parti loin, hein. Il y a eu l'appui de pas mal de politiques françaises, des autorités, hein, à l'époque. Même le président de la République de l'époque, Sarkozy, qu'on embrasse aujourd'hui, s'en mêle pour que Giroud signe à Lens. Tout cet imbroglio pour démissionner à la mi-temps du match de la 3e journée face à Strasbourg. Tout ça pour ça. On savait dès le début que c'était un mauvais choix. En plein hiver, en 2003, il y a eu une journée de Ligue 1 pas comme les autres. En effet, tous les ans, les arbitres français organisent un séminaire pour se réunir, discuter, voilà. Sauf que cette saison-là, le séminaire tombe en plein milieu d'une journée de Ligue 1. Ce qui habituellement ne doit jamais arriver, tout simplement parce que si les arbitres sont pas là, il n'y a pas de match. Bon, après pas mal de discussions en coulisses, hein, la Ligue décide de maintenir le séminaire et de faire venir des arbitres étrangers. Voilà comment l'affiche Lyon-Marseille du dimanche soir va être arbitrée par Pierluigi Collina, l'arbitre le plus connu de la planète. Et en termes de marketing, aujourd'hui, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un coup énorme. Parce que cet homme, en 2003, il vient d'arbitrer la finale de la Coupe du Monde. Il est sur la pochette du jeu PES, qui est le plus gros jeu de foot de l'époque. Et pour ce match-là en particulier, il y a des gens qui sont allés au stade exprès pour le voir lui. Pas pour voir le match, pour voir Collina. Bref, Canal+, écoutez-moi, ils sont aux anges. Ils sont ravis de pouvoir proposer ça à leurs abonnés. Ils essaient même de mettre un micro sur Collina. Ça doit se faire, sauf que finalement, ils refusent juste avant la rencontre. Vraiment dommage, mais Collina a donc arbitré un match de Ligue 1. Oh, tout le monde l'a oublié. Il n'y a pas de...
On file à Toulouse où les plus anciens ou les plus fidèles supporters du TFC vont pouvoir nous aider vu que l'anecdote ici est incomplète. Saison 2004-2005. Toulouse annonce son nouveau maillot. Pose avec, photo de groupe, voilà, et ils attaquent leur saison absolument normalement. Et regardez, là par exemple face au PSG, même si les images sont pas bonnes, on reconnaît bien le col rond avec le liseré blanc du maillot. Sauf qu'en cours de saison, je sais pas pourquoi, Toulouse change de maillot. Et il passe directement à ça. Alors j'arrive pas à repérer à quel moment précis exactement il change, ni pourquoi. Mais là, par exemple, pour la réception de l'OM, en janvier 2005, ils ont déjà l'autre maillot. Et l'hypothèse du changement d'équipementier ou de sponsor, ça se tient pas vu que c'est le même sur le maillot d'après. Donc si quelqu'un parmi vous a la réponse, les commentaires sont là. Je likerai exprès pour que ça fasse remonter, pour que tout le monde sache pourquoi Toulouse a changé de maillot en 2004. 21 septembre 2019, l'OM reçoit Montpellier au Vélodrome. Et fait assez rare quand même, ce soir-là sur le terrain, Vitorino Hilton est plus vieux que l'entraîneur de l'OM, Villas-Boas. Le premier a 42 ans, le deuxième a 41. Dans ce pays qu'est la France, on peut affirmer que le camp Amiens de 2017 n'a marqué absolument personne. Personne. Même les supporters de Caen et d'Amiens, je suis même pas sûr qu'ils sachent combien il y a eu. Donne quand même la réponse au cas où certains aient répondu. Il y a eu un 0. On s'en fout. Mais par contre, ce jour-là, il y a 2 personnes qui se rappelleront à vie de ce match. Puisqu'un certain Benoît a demandé sa femme en mariage sur la pelouse de Dornano juste avant la partie. Ils ont eu droit de regarder ce match de merde depuis un canapé rouge en bord terrain. La chance. Franchement, la soirée de fiançailles devant Ronny Rodelin, Thomas Monconduit, Frédéric Gilbert et Julien Ferré, je pense que c'est du jamais vu. Peut-être que certains n'ont pas connu cet homme, et c'est vraiment dommage parce que c'était un fou dans sa cage, Jérémy Janot. Légende de la Ligue 1 pour ce qu'il a apporté, 16 ans à l'AS Saint-Etienne, 386 matchs, et surtout, une petite particularité, ses maillots gardiens. C'était un grand malade, il discutait avec son équipementier pour qu'il lui produise des maillots spéciaux pour certains matchs. Il a donc eu des maillots à pois, un maillot tigre, des maillots de rugby, et surtout peut-être ce qui restera sa plus grande masterclass, un maillot Spider-Man. Et il a même mis le masque au début du match. Pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que c'était la dernière journée de la saison 2005. Les Verts s'étaient maintenus, donc pour fêter ça, il se pointe avec son maillot Spider-Man. Et perso, quand j'étais petit, les gars, le maillot Spider-Man de Jérémy Janot, même si t'étais pas pour Saint-Etienne, c'était de la folie. Je suis sûr qu'à Lyon, il y a des gens qui étaient jaloux. Parmi les choses étonnantes que j'ai trouvées, l'OM a joué un match à domicile dans le stade de Lyon et dans le stade de Montpellier. Le premier c'est en 2002, le Vélodrome est suspendu et le OM Nantes a lieu à Gerland devant 7000 spectateurs. Et le deuxième c'est en 2009, suite à un accident lors de la préparation du concert de Madonna, ce qui fait que le OM Lille se joue à la Mosson. Instant stat qui tue, ils ont été 41 depuis que des gens comptent les statistiques en Ligue 1 à avoir foiré leur début dans le championnat de France. Qu'est-ce que j'entends par foirer ses débuts? Prendre un carton rouge pour son premier match. Et les grands gagnants de cette stat, c'est Morgan Poati de Montpellier, Larry Azouni de Lorient et Emerson Conceição de Lille qui ont pris un rouge au bout de 8 minutes avec leur nouveau club. Bravo messieurs. Eric Abidal et Dante ont joué ensemble en Ligue 1. Et c'était à Lille au début des années 2000. Et ça les amis c'est absolument improbable. Et Dante en a parlé récemment et a raconté que pour bien l'intégrer au groupe, Abidal lui a lancé un seau d'eau glacée pendant qu'il était aux toilettes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Ligue 1 a bien changé. Il n'y avait plus un championnat, mais 3 championnats de foot en France, la zone nord et la zone sud, elle-même divisée en deux, est et ouest. Lors de la première année de la guerre, 39-40, la saison, on va pas se mentir, elle est quasiment pas disputée, la plupart des joueurs partent au combat, tout ça, donc la plupart des matchs ne sont pas joués. Il y aura même pas de champion national, mais dans la zone sud, avec les moyens du bord, malgré beaucoup de forfaits, on arrive à disputer une finale entre l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux, remporté par les Bordelais sur le terrain, sauf qu'ils avaient aligné un joueur qui n'avait pas le droit de jouer. Même à cette époque, c'était la crise, il y avait des règles strictes. Donc, c'est Nice qui est officiellement champion en 1940. On reste dans cette période vraiment très chouette, En 1943, le régime de Vichy prend une décision drastique. Supprimer le statut professionnel des clubs et dégager tous les joueurs étrangers. Le tout en réunissant de nouveau les championnats régionaux de France. On se retrouve alors, à l'époque, avec 16 nouvelles équipes françaises situées dans les plus grandes villes de France, remplies de joueurs fonctionnaires payés par l'État. Ah oui, et je vous mets la liste sous les yeux comme ça vous voyez bien, mais il supprime aussi tous les noms des équipes. Parce que c'est des nouveaux clubs. On a donc désormais un Grenoble Dauphiné,
un Marseille-Provence, un Toulouse-Pyrénées, un Paris-Capitale, un Paris-Île-de-France, un Lille-Flandre, que des blazes d'aéroports et de gares pour nos clubs de foot historiques. C'est une honte. Heureusement, cette merde ne dure qu'une saison. Après, il y a la libération et tout ça, ça dégage et ça redevient à la normale. Ah oui, et évidemment, pour les curieux qui se demandent comment s'est déroulée cette saison et qui a été sacré champion, je vous lis la phrase qui résume cette année de foot directement sur Wikipédia. Comme ça, vous voyez bien que je n'ai rien inventé. Catastrophique en matière d'organisation et de jeu, la saison accouche toutefois d'un champion, l'Ansartois. Les couleurs du stade de Reims, à la base, c'était le orange et le noir. Des couleurs qui n'ont rien à voir avec le rouge et le blanc, qui sont assez rares en France, hein, à part Lorient et Laval, il n'y en a pas beaucoup. Et puisqu'on est sur Lorient, hein, ils jouaient pas du tout en orange et noir à la base non plus. Ils jouaient en bleu et rouge. Toujours dans la période guerre mondiale, hein, lors de la saison 45-46, les villes de Metz, Strasbourg et Le Havre disposent d'une mesure absolument spéciale. Vu que les villes ont été totalement ravagées par les combats, tous les clubs de foot rattachés à ces villes n'ont pas le droit d'être relégués. Du coup, en 46, c'est Lyon qui a fini 15e qui descend à la place du FC Metz et de Encore un nom que je salue, que j'aime et qui fait tellement Ligue 1, Touafilou Maoulida. Plus de 10 ans dans les clubs français, il en a fait plein et compagnie, et il a surtout marqué la France par ses célébrations. Ces bandelettes là, il en a sorti plein et il les inaugure lors de son passage à Marseille en 2006. Avant ça, il en sortait pas et cette habitude là, il l'a gardée jusqu'à la fin de sa carrière. Et peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Le Havre. Partons maintenant dans le Grand Est hein, pour rendre visite à deux départements qui ont connu pas mal de bouleversements à travers l'histoire. L'Alsace et la Lorraine, évidemment. Parmi les plus grands clubs de ce coin-là, on retrouve le FC Metz, qui lui a toujours évolué en France, le RC Strasbourg, qui pendant la Seconde Guerre mondiale a joué dans le championnat alsacien allemand, et le FC Mulhouse, qui a disparu en 2025, hein, qui existe toujours, mais qui a quand même joué 6 saisons en Ligue 1, et qui a aussi la particularité d'avoir joué pendant 14 saisons de l'autre côté de la frontière. Encore une petite anecdote de guerre pour bien montrer à quel point cette période, on peut dire qu'elle compte pas. L'OM a collé un 22 à Arles-Avignon. Avec un 9 tuplé, je sais même pas si ce mot il existe, de l'attaquant olympien. Un petit mot de D1 Arkema, de foot féminin. Ce club-là qui s'affiche à l'écran, que je vais avoir tellement de mal à prononcer, je vais me faire insulter. L'AS Eintracht, j'espère que ça se dit comme ça, m'insultez pas vraiment, a gagné 3 fois plus de championnats que le PSG féminine. Ça vous embouche un coin. Mathieu Bodmer, plus de 400 matchs disputés en Ligue 1 et Claude Puel, plus de 1200 matchs disputés ou entraînés en Ligue 1, ont un énorme point commun. Un fait qui est plutôt assez rare, parce qu'entre 2002 et 2016, Claude Puel a entraîné Lille, Lyon et Nice. Et dans chacun de ces clubs, il a eu Mathieu Bodmer en tant que joueur. En 2009, la France voit débarquer à Montpellier un certain Emir Spajic, en provenance du Lokomotiv Moscou. Et on connaît pas grand chose de lui, voilà, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un défenseur un petit peu rugueux, dur sur l'homme, voilà, il aime la baston. C'était juste des rumeurs, on n'avait encore rien vu. Lors de sa deuxième saison au club, il sera suspendu 17 matchs dans l'année. Pourquoi, vous allez me dire? Alors là, par exemple, sur notre Nolan Roux national, il le déboîte avec les 2 coudes, littéralement, hein. Bon, l'arbitre le voit pas, donc il n'y a même pas penalty, mais la Ligue, hein, dans la semaine, elle va dire, bon, on va quand même le suspendre, hein, vu qu'il a vraiment déboîté. Avant que quelques semaines plus tard, hein, après son retour de suspension, il ne remette un coup de coude à un joueur de Lens. Au total, donc, cette saison-là, c'est 7 jaunes et 1 carton rouge en 23 matchs de Ligue 1. Et oui, j'oubliais, un transfert à la fin de la saison, ils l'ont fait dégager. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est le stade Louis II à Monaco. Et ça, là, c'est le stade Didier Deschamps qui abrite l'équipe du Cap d'Aille. Bon, et outre le fait que le paysage soit absolument superbe sur cette photo, le truc marrant, c'est que la petite route là, qui sépare les 2 stades, c'est la frontière entre la France et Monaco. Jules Koundé, passé par les Girondins de Bordeaux, avait eu, à l'époque où il jouait là-bas, une phrase qui aujourd'hui, on peut le dire, n'est plus d'actualité. Dans cette semaine de Fashion Week, on a parlé fringues avec quelques Bordelais. Je sais pas, moi je suis pas trop dans la mode. Il m'a demandé, puis je connais pas, j'ai mis la robe, tu vois, les beaux, tes gars venaient Lors d'un Auxerre Bordeaux en 2007-2008, hein, Touafilou Maoulida a manqué 2 pénaltys dans le même match. Un au-dessus en première mi-temps, un à côté en deuxième. Résultat, défaite 2-0. Tu dois t'en vouloir.
deux frères ont été actionnaires de deux clubs de Ligue 1 différents en même temps. Michel Sédou, actionnaire du LOSC, puis président du club pendant une dizaine d'années, et Jérôme Sédou, qui via la société Gaumont a détenu pendant très longtemps une partie de l'OL. Il a même été au conseil d'administration du club. Rudy Garcia a été joueur de Ligue 1, on l'oublie trop souvent, du côté de Lille et de Caen avant de devenir rapidement entraîneur. Et là, des clubs français, il en a fait pas mal, hein. Vous les voyez tous à l'écran, et oui, il y a Saint-Etienne. Ça, c'est fou, on est d'accord, mais c'est même pas l'anecdote. En 2009, alors qu'il est au LOSC, hein, à la surprise générale, le club le limoge. Alors qu'il venait quand même de qualifier l'équipe en Europa League. Sauf que le 18 juin 2009, quelques jours plus tard, il change d'avis. Il dégage le dirigeant avec qui Rudy Garcia s'entendait pas et il le réembauche. On finit 5ème, il est limogé. Alors là, les raisons, on va voir avec Monsieur Sédou, à l'époque le président et le directeur sportif de l'époque, il est limogé. Et pendant l'année de limogeage, il revient. Et là, non, on dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Il dit, le mec s'est fait virer. Ils nous disent, hein, il est revenu dans le même été. Il est revenu dans le même été. Et ça donne ensuite le titre de champion de Lille. Absolument génial. Quand on regarde l'évolution au classement des Girondins de Bordeaux, qui a à peu près tout le temps été stable dans l'histoire, hein, on aperçoit au début des années 2000 une petite anomalie. Regardez, en 2003 ils sont 4ème, en 2004 ils passent 12ème, en 2005 15ème, et en 2006 ils reviennent à la normale et ils finissent 2ème. La raison de cette énorme chute pendant 2 années, selon Jean-Louis Trio, ancien président du club, c'est qu'il avait supprimé les primes de victoire. Vous allez pas du tout me faire croire que c'est pas une coïncidence. Si je vous dis désormais Ligue 1, Evian Tonon Gaillard, but de fou. Vous me dites, mais alors absolument tous, Saber Khalifa. Le gars qui a mis un lob de zinzin et qui a mangé sur ce but quasiment toute sa carrière. Non. Bon, en vrai, on va pas être méchant. Cette saison-là, il met quand même 13 buts en Ligue 1 avec Evian, ce qui est génial. Et ce qui lui permet d'être transféré à l'OM. La suite, on n'en parlera pas. Pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Tout simplement parce que, lors de son arrivée à l'OM, il demande expressément à ce que sur son maillot, il y ait écrit Khalifa avec un A. Et que ce soit aussi bien prononcé à l'oral parce qu'il en a marre, hein. À Evian, sur son maillot, il y avait écrit Khalifa. Genre sur son maillot, son nom était mal écrit et... Pourquoi ne jamais l'avoir changé en fait? Un truc que j'ai découvert et que j'imaginais, mais alors vraiment pas, c'est le nombre de gardiens de but qui ont marqué en Ligue 1. Pour moi, il y avait Ali Amada et c'est tout. Techniquement, selon Transfermarkt, ils sont au moins 10. Et certains comme Bernard Lama hein, ont même mis 2 buts dans le championnat. Mais la plupart, évidemment, c'est sur penalty. Le tout premier et l'un des seuls à avoir marqué dans le jeu, c'est Grégory Wimbe avec Nancy. Et on a la vidéo, c'est formidable. Lors de son passage à Lille, Marcelo Bielsa avait fait construire de petits bungalows au centre d'entraînement pour que les joueurs puissent récupérer, hein, qu'ils n'aient pas besoin de rentrer chez eux, qu'ils aient un petit endroit pour dormir. On peut par exemple les voir dans cette vidéo, et a priori, personne ne les a jamais utilisés, en tout cas cette saison-là, mais ils sont toujours là. Un autre entraîneur qui représente aussi tellement la Ligue 1, Roland Courbis. Il a joué pendant 15 ans en France, avant d'entraîner 10 clubs français différents. Ça devient même compliqué, voire impossible de tous les citer tellement il y en a eu. Sa vie mériterait presque une vidéo à part entière, hein, parce que derrière le foot, il y a aussi eu pas mal d'histoires judiciaires. Il est passé plusieurs fois par la case prison, hein, et la dernière en date, c'est en 2009, lorsqu'il est arrêté au Vélodrome, au moment pile où il allait démarrer son émission, hein, l'After Foot, après le OM Montpellier du soir. Et j'ai retrouvé les archives qui le prouvent, hein, lors de l'After Foot du 18 septembre. À la fin de l'émission, on donne rendez-vous à Courbis le lendemain. Écoutez. Coach, on te retrouve demain soir dans l'after pour débriefer un peu ce Marseille-Montpellier. Ouais. Voilà, t'es au stade? Ouais. On fera un petit coucou au stade. Allez, très volontiers. À la fin du match. Sauf que le lendemain, ils ne sont que 2. Écoutez. L'after foot, Fabien Lefort. Et Jean-François Pérez. Salut Jeff. Salut, Fabien. Alors, il s'est passé beaucoup de choses ce soir dans cette soirée 6e journée. Février 2023, l'OM va gagner 3-2 à Toulouse avec un certain Malinowski sur le terrain. Sauf qu'à la fin du match, il est soumis à un test anti-dopage. Il réussit le test tranquille, sauf qu'il a pris un petit peu du temps à le faire, tout ça. Il sort de l'endroit où il a fait le test, il n'y a plus personne. L'équipe de l'OM est partie sans lui. Résultat, il a dû prendre un taxi pour faire Toulouse-Marseille de nuit, tout seul. Avant un match face au PSG,
Mbanyang, le jeune Mbanyang, qui devait être titulaire avec Caen ce jour-là à seulement 16 ans, se retrouve en garde à vue après un concert. A priori, il y était pour rien, mais à cause de ça, il a joué que 25 minutes lors de ce match. Et Caen perdra 4-2. En septembre 2015, le FC Nantes décide de se séparer d'Ismaël Bangoura qui doit partir à Créteil en Ligue 2. Tout est ok, sauf que l'entraîneur de Créteil, Thierry Froger, a été giflé par un individu et est actuellement en arrêt maladie. Et Créteil galère à lui trouver un remplaçant, du coup, le transfert de Bangoura ne se fera jamais. Va expliquer cette raison à des gens. Personne va te croire. Je vous l'ai dit qu'on allait y revenir, toi Filou Maoulida. Top 3 de ses meilleures bandelettes, ou en tout cas mes préférés. Vous allez voir, il avait trop d'inspi. Bonne année à tous. Celle-là, simple, efficace, tu fais passer des messages tranquille. Ensuite, on a C'est pour toi Miam Miam. Là, c'est des dédicaces Skyrock. Et c'est ça qui me régalait, il était en mode dédicace. Salut à toi mon pote Banane. Même en zonzon, je pense à toi. En 2019, le journal Sud-Ouest, qui est un journal, on peut leur faire confiance, il révèle pourquoi Younous Sankaré vient de rater les 4 derniers matchs avec les Girondins de Bordeaux. La raison, sa greffe de barbe. Elle s'est pas bien passée, il y a eu des complications, il a eu de la fièvre. Résultat, il rate 4 matchs avec Bordeaux. C'est quand même une dinguerie, Et pour ceux qui se demandent que fait Younous Sankaré aujourd'hui, je suis allé voir, il a 36 ans et il joue au 93 Bobigny en National 2. Mathieu Cafaro et Hudson-Edouard, deux joueurs au parcours assez intense qui sont aujourd'hui de nouveau en Ligue 1. Un au Paris FC et un au RC Lens qui score quand même pas mal en ce début de saison. Et oui, j'ai dû faire une pause entre les deux vidéos, il y a maintenant des LED derrière les maillots. Ce décor s'embellit de minute en minute au sein même des vidéos. Bon, mais la carrière des deux loustiques là, elle aurait pu s'arrêter brutalement en 2017, lorsque Toulouse les licencie tous les deux. La raison, Hudson-Edouard avait tiré avec un fusil airsoft sur un passant. Et Mathieu Cafaro était avec lui dans la voiture à côté. Une affaire qui avait fait pas mal de bruit et dont il parle toujours aujourd'hui. Il dit à quel point il regrette et il en parle justement pour pas que des jeunes refassent les mêmes conneries. Ça change de ceux qui font des dingueries et qui mettent ça sous silence comme s'ils banalisaient tout ça. Comprendra qui comprendra. En 2000, lors d'un derby, les Lyonnais sortent cette banderole. Les gones inventaient le cinéma quand vos pères crevaient dans les mines. Un bon petit mépris de classe, pas très gentil, bon. Ce qui est marrant, en revanche, avec cette histoire, c'est la banderole qui arrive 10 jours après, lors du PSG Lyon. Les supporters parisiens, ils l'ont vu passer, donc ils la remanient un peu à leur manière. Pendant que vos pères inventaient le cinéma, les nôtres niquaient vos mères. Je viens de me rappeler, celle-là aussi, je vais la mettre. Elle est au même niveau, je trouve, que la gigatub des supporters de l'OM quand Olas voulait recruter Ribéry. Dans la catégorie un peu que sont-ils devenus, je demande Lamine Diaby Fadiga. L'homme qui a débuté sa carrière en pro à l'OGC Nice en jouant 7 matchs et puis il a péta la montre de Kasper Dolberg. Vous rappelez-vous dans le vestiaire, il a volé dans son casier 70 000 € la montre. Et évidemment, il s'est fait choper et il a été licencié de l'OGC Nice. Mais le Paris FC l'avait recruté, voilà, perso, moi, pour ma part, je m'étais arrêté là. Depuis, il a fait une 50aine de matchs dans la capitale, il a été prêté aux Pays-Bas, puis a signé en Pologne en 2023, puis il a changé de club cet été pour un autre club polonais. Est-ce que je vais tenter la prononciation? Pas du tout. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'ils sont actuellement 4ème du championnat. 6 septembre 2000, c'est la date à laquelle Pedro Miguel Paoletta a effectué ses débuts en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux. C'était à l'époque face à Nantes, à la Beaujoire, et au bout de 60 minutes, il y avait 3-0 pour Bordeaux à l'extérieur. Triplé de Paoletta. En termes de début, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Il mettra un autre triplé en septembre, et il terminera la saison avec 32 buts, dont 26 à Bordeaux. Les Bordelais, tiens, si on enchaînait, est-ce que vous vous rappelez de quand Bordeaux a changé son logo pour ça? Je pense que tout le monde s'en rappelle, alors il a pas fait long feu celui-là, il est resté je crois 1 an et demi, avant que l'ancien ne soit remis, parce que tout le monde le réclamait. Bon, mais ce changement de logo, on l'a appris un peu plus tard, a coûté quand même 2 millions d'euros, quand on sait que Bordeaux a des dettes à n'en plus finir, et à quel point ils ont payé pour ces dettes. Les 2 millions ils font chier. Franchement, pour un logo que personne n'a apprécié, pourquoi changer quand c'est bien, franchement? 1975, Johan Cruyff débarque à Paris et joue avec le PSG pendant 2 matchs.
Alors qu'il est en contrat au Barça, Daniel Echter, président du club, lui propose de venir jouer le tournoi de Paris avec le PSG, qui à l'époque vient d'être créé depuis quelques mois. Ça a donné des photos vraiment stylées, hein, et le PSG perdant en finale d'un tournoi où on s'en fout un petit peu face à Valence, avec un Johan Cruyff qui n'est vraiment pas très bon et qui sera sifflé par le Parc des Princes. Dans l'ère moderne, j'en parlais tout à l'heure, hein, la pire équipe qu'on ait vue, je pense, c'est le Arles Avignon 2010-2011. Petit best-of quand même de leur saison, qui est pas trop mal, hein. Déjà, ils démarrent avec 8 défaites d'affilée, en marquant 2 buts en 8 matchs. Ça a annoncé la couleur, hein. J'avais très peur pour le FC Metz cette année, ils me font mentir. Ça va. Alors l'Avignon peut dormir tranquille, ils vont garder leur record de pire équipe. Et puis donc, ils gagnent un match à la 9ème journée, et ensuite ils enchaînent 23 matchs sans victoire, soit un record dans le championnat de France. En 2009, alors que Le Mans est en Ligue 1, l'entraîneur du club, Paolo Duarte, était aussi sélectionneur du Burkina Faso. Double casquette, double métier, alors bon, tu peux faire ça avec des petites équipes, une équipe de Ligue 1 plus une sélection nationale, ça commence à être un peu speed. Du coup, dès qu'il partait en Afrique, l'intérim était donné à Arnaud Cormier. Alors c'est peut-être lié, hein, mais au bout de 15 matchs, ça a pas trop pris. Du coup, le Paolo Duarte, il se fait virer. Hein. Et l'histoire retiendra qu'il a été remplacé par Arnaud Cormier. Voilà, au moins la boucle est bouclée. Thiago Silva a été systématiquement nommé dans le 11 des meilleurs joueurs de Ligue 1 à la fin de la saison. 8 éditions, hein, dont une qui n'a pas compté en 2020 vu qu'il n'y a pas eu d'équipe de l'année. Donc ça fait 7 éditions et 7 fois présent dans le 11, accompagné de 5 défenseurs différents. Est-ce que vous les avez? Je vous les donne tranquilles. Marquinhos, David Luiz, Loïc Perrin, Camille Glick et Nicolas Nkoulou. Partons maintenant dans le nord, où à Lens, les couleurs du club, le rouge et le jaune, ne viennent pas de leur surnom sang et or. Elles viennent du drapeau de l'Espagne. Et d'ailleurs, c'est même pas les couleurs originelles du RC Lens. Leur première couleur, c'est le vert et le noir. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui, de temps en temps, ils ont un maillot comme ça. Le vert, c'était pour la place verte, l'endroit où ils jouaient leur match à l'époque, et le noir, pour le charbon. Car c'était l'équipe de la compagnie minière de la ville. Dans la même catégorie, même si ce ne sont que les dires du président de l'époque, les couleurs du Havre, ciel et marine, seraient là à cause de 2 universités anglaises. À la fin du 19e siècle, hein, le HAC a été fondé par des étudiants anglais venant soit de l'université de Cambridge, dont la couleur est le bleu clair, soit de l'université d'Oxford, dont la couleur est le bleu foncé. Tous les supporters de clubs, quels qu'ils soient, ont peut-être dans leur vie une saison à oublier par rapport à leur club de cœur. Parce que oui, il y en a toujours une qui fait plus mal que les autres parce que t'as vécu un truc... que vraiment, t'as pas envie de revoir le truc. Ceux de Saint-Etienne, on peut peut-être avancer que c'est sûrement l'année 2022 hein, qui mettront à la poubelle. Celle où le club est descendu en Ligue 2, rappelez-vous. Et cette saison-là, on a appris des trucs après et il y a vraiment de quoi avoir des regrets. Romain Amouma, joueur emblématique de Saint-Etienne, ce qui était peut-être même capitaine à l'époque. Bref, à un moment donné, il se blesse pendant 2 mois. Il se fait opérer et tout, on nous annonce une fracture du poignet, je crois. Sauf que l'été qui suit, l'équipe a révélé pourquoi. Il s'était fait les ligaments du poignet, hein. Pas une petite blessure, un vrai truc. Tout simplement parce qu'à l'anniversaire organisé par Wabi Kazri, de lui-même, il a tapé trop fort dans un punching ball. Comment t'es supporter de Saint-Etienne, tu veux pas avoir la haine? Celle-là, je l'avais zappé, mais Memphis Depay et Jeffrey Adelaide, un nom que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, se sont fait tous les deux les croisés dans le même match. C'était face à Rennes en 2019, hein, le tout à 10 minutes d'intervalle. Truc de fou. En 91, l'OM gagne 5-1 face au Stade Rennais. Les Rennais, après le match, accuseront les Marseillais de les avoir empoisonnés avec du jus d'orange. Les Bretons iront même jusqu'à porter plainte, mais ça sera classé sans suite. Le foot des années 80-90, il y a des merveilles. On se plongera dessus un jour, c'est promis. À New York, il existe une version bis du Stade Brestois. Le Stade Brestois, New York. Alors je sais pas s'il est encore d'actualité parce que la page Facebook n'est plus trop actualisée. Mais oui, il y a des Bretons exilés aux États-Unis qui pendant des années ont joué au foot dans un championnat local avec le maillot de Brest. Et ils avaient même remporté un petit trophée, c'est exceptionnel. Ça aussi, qu'est-ce que je regrette de pas être né plus tôt? Parce que quand Ronaldinho était encore en Ligue 1 au PSG, il faisait de la pub. Genre tu pouvais le voir si tu prenais le métro parisien pour Leader Price. Voilà l'affiche les amis, hein, il posait pour du café Leader Price. Et si quelqu'un la vend, même si je suis pour l'OM, je l'achète.
Il faut qu'on parle du mois d'avril 2007, qui va clairement rentrer dans la légende du championnat de France, pour une raison très particulière. Vous allez voir, en termes de record, on est tout en haut. 32e journée. L'OL est déjà champion, mais il y a du suspense de fou pour les places européennes et pour le maintien. Quasiment rien n'est joué nulle part, donc on s'attend à du spectacle. On va se faire les résultats un par un. Bordeaux PSG, 0-0. Le Mans-Rennes, 0-0. Lille-Sochaux, 2-0 pour les Lillois. Lorient-Monaco, 0-0. Nantes-Lens, 0-0. Toulouse-Auxerre, 2-0. 3-Nancy, 0-0. Valenciennes-OM, 0-0. Comment vous voulez vous plaindre de la Ligue 1 2025 en voyant ça? On termine quand même avec Nice-Saint-Etienne, le show de la journée, 2-1 pour les Niçois. Et Lyon-Sedan, 1-0. C'est tout simplement le record. Fabrizio Ravanelli, que 3 ans en Ligue 1, mais un passage quand même marquant pour pas mal de trucs. Ses buts, une action peut-être face au PSG où il y avait penalty, où il n'y avait pas penalty. Et puis un style bien à lui. Bon, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est revenu en Ligue 1 en tant qu'entraîneur. Il a été entraîneur de l'AC Ajaccio. C'était en 2013 et ça s'est mal passé. Une victoire, 4 nuls, 7 défaites et c'est ciao. Donc vous êtes officiellement le coach préféré des fans de joueurs, c'est oui, bien sûr. Parmi les matchs maintenant les plus iconiques de l'histoire de la Ligue 1, mais pas pour des performances de jeu, il faut qu'on parle du Saint-Etienne-Marseille de 2005. On est au mois de janvier et ça bat sur Geoffroy Guichard une tempête de neige. Tard la tempête de neige. Aujourd'hui déjà il pleut, ça annule les matchs, mais alors là il neige, je peux vous le dire, le match il se joue jamais. À part le championnat canadien, d'ailleurs j'en ai parlé, où ils ont joué la finale sous la neige, il n'y a que eux pour faire ça, voilà. Personne ne joue sous la neige. Pourtant à l'époque, le match est maintenu. Alors oui, c'est pendant ce match qu'il y a la fameuse image de Nakata qui rate le ballon, qui l'oublie totalement. Mais c'est pas vraiment de ça dont je veux vous parler. Parce que à l'échauffement de ce match, Fabien Barthez se blesse et déclare forfait. La raison, certains diront que c'est pour une blessure musculaire, d'autres que vas-y, flemme de jouer sous la neige. Mais la raison plus ou moins officieuse, c'est qu'il a reçu un boulon. Et sur Canal, je crois qu'on parle de la tribune, tout ça, pas du tout. Il viendrait d'un des camions de déneigement. Résultat, c'est son remplaçant Jérémy Gavanon qui joue le match. C'est pas un cadeau, déjà tu joues pas beaucoup quand tu es gardien remplaçant, mais alors, ce match-là, tempête de neige, vas-y, il fallait rester à la maison. Il va concéder un penalty, l'OM perdra 2-0. Voilà, c'est lunaire, mais c'est absolument iconique comme match. Marley Louis Ndoula est dans la zone, la frappe de Marley. Partons maintenant sur YouTube, parce que oui, j'aime bien fouiner un petit peu dans tous les recoins d'internet pour trouver des trucs. Et on le sait, quasiment tous les clubs de Ligue 1, si ce n'est peut-être tous, ont des comptes sur absolument tous les réseaux sociaux, YouTube compris. Et parmi eux, je suis allé voir la chaîne du TFC. 39 000 abonnés, plusieurs vidéos par semaine, des résumés de matchs, des conférences de presse, du classique. Sauf que quand j'ai cliqué sur l'onglet populaire pour voir les vidéos les plus vues de l'histoire de la chaîne de Toulouse, j'ai été un peu surpris. Aucune des 7 vidéos les plus vues de la chaîne ne concerne l'équipe première du TFC. La numéro 1, c'est bien sûr la parodie de transfert de Thomas Njijol et Fabrice Eboué, 5 millions de vues quand même. Ensuite, on a une vidéo avec Malik Bentala, plus 5 vidéos sur les pitchouns, les jeunes du club. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en termes de com, je pense qu'on peut l'analyser. Je pose ça là, à tout moment, c'est de la merde, vous me dites, tu dis de la merde. Vu qu'on était sur YouTube, j'ai continué un petit peu ma recherche et j'ai découvert un autre truc, j'étais même pas au courant. Si vous êtes supporter du PSG et que vous voulez voir les vidéos inside des déplacements, les mini-séries faites par le club et quelques résumés, vous devez maintenant payer. Payer pour regarder YouTube. En plus, peut-être de YouTube Premium que certains ont déjà. Il y a plein de vidéos, il faut devenir membre de la chaîne pour voir les choses, en gros, les plus intéressantes. Et tout ça, ça coûte 2 ou 4 euros par mois en fonction de l'abonnement que vous prenez. Et si parmi vous, il y a des Lyonnais qui trouvent ça chaud, votre club le fait aussi. Le fait un peu moins, mais le fait aussi. Parlons maintenant naming, parce que oui, ça nous fait forcément quelque chose, même si c'est que des marques et tout, qu'on s'en fout. Si je te dis Ligue 1 Conforama, tu sais où on est, quand on est, de quoi on parle. Voilà, tu sais ce que tu vas voir. Eh ben des namings en Ligue 1, il n'y en a pas eu 150, il y en a eu que 4. Ligue 1 McDonald's, Ligue 1 Uber Eats, Ligue 1 Conforama, et puis plus tôt, de 2002 à 2008, la Ligue 1 Orange. Je me suis aussi posé la question, c'est quoi la première affiche, genre le premier derby, le premier classique du championnat de France, la première rivalité de la Ligue 1? C'était à la fin du 19e siècle, donc ça commence un petit peu à remonter. Et c'était entre deux clubs parisiens, le Standard AC et le Club Français. Pourquoi cette rivalité alors?
Tout simplement parce que au Standard, c'était des joueurs britanniques et chez les clubistes, c'était des joueurs français. Là, j'ai une stat sous les yeux à vous proposer. Effrayante. Juninho a mis 3 doublés sur coup franc en Ligue 1. On essaie de pas y penser que c'est lui, mais si on est obligé de vite de se rendre à la réalité parce que ça vient vite. Très vite même, la preuve avec cette frappe du Brésilien. Juninho savait placer ses coups francs, maintenant en plus, il sait les tirer en force. Les pieds de Juninho encore, l'inquiétude pour Revaux toujours. Et résultat imparable, deuxième but de la soirée sur coup franc pour Juninho. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais mettre un doublé sur coup franc, c'est rarissime, hein. Declan Rice, les gars, c'est le match d'une vie qu'il nous fait. Alors certes, les deux sont absolument magnifiques, c'est en Ligue des Champions, tout ça. Lui, des doublés, il en a mis 3 en Ligue 1. Wesley Sneijder a joué en Ligue 1. Je le place parce que, voilà, on l'a sûrement tous oublié, hein, mais en 2017, il signe à Nice, et puis il fait 8 matchs avant de résilier son contrat en pleine saison. Il a déclaré qu'il avait jamais compris pourquoi Nice l'avait recruté. Je pense honnêtement que nous non plus. Le père de Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre Aubameyang, a joué plus de matchs en Ligue 1 que son fils. Bon, à l'heure où j'écris la vidéo, hein, il a un match de plus, donc ça devrait rapidement changer cette stat. Mais j'ai trouvé ça assez fou, donc je voulais vous le partager. Et pour ces clubs, pour ceux qui se demandent, on a Laval, Le Havre, Toulouse et Nice. Petite devinette, quel est le point commun entre El Shaarawy, Nasser Chadli et Joaquin Correa? Ce sont tous des attaquants, bons attaquants en plus, hein, qui ont joué en Ligue 1 et qui n'ont jamais marqué. Mention spéciale parce que je suis Marseillais, hein, j'ai pas des grands souvenirs des deux autres, mais Joaquin Correa, les gars, c'était récent. Je vous jure, il nous a envoyé son cousin. C'était cataclysmique. Parmi les plus grandes trahisons de l'histoire de la Ligue 1, pour la génération 70-80 surtout, je pense qu'il a bien vécu, le transfert de Fabrice Fiorez à l'OM. Après plus de 2 ans à Paris, plus de 100 matchs où il était l'un des joueurs les plus prometteurs du pays, il signe chez l'ennemi. Mais ce qu'on oublie un petit peu avec ce transfert, on pourrait croire qu'il s'est fait comme ça, voilà, c'était tranquille. Pas du tout, parce que pendant le même été où il signe à l'OM, il prolonge son contrat avec Paris et déclare être parisien à 300%, c'est ses mots. Et en plus, il commence la saison avec le PSG. Bilan de ce transfert, ceux qui croient au karma diront que, bah voilà, c'était mérité, hein, il s'en remettra presque jamais après s'être fait démolir pour son retour au parc par Sylvain Armand. Sa carrière va rapidement dégringoler et va même s'arrêter assez brusquement, je trouve. Lorsqu'il signe à l'OM, Alexis Sanchez est accueilli comme une star à l'aéroport. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il était à 2 doigts de s'éclater au sol en glissant sur un fumigène. On est passé pas loin d'un drame national ce jour-là, je vous le dis. Ça honnêtement, je pense que les plus jeunes générations, moi compris, hein, ne le savent pas du tout. Vahid Halilhodžić, encore une icône de la Ligue 1, tellement il a fait de choses, hein, en tant qu'entraîneur, surtout nous on le connaît, pour ses déclarations. Petit exemple. Je vous dis franchement, j'ai vomi. Mais il a aussi beaucoup fait, si ce n'est encore plus fait, en tant que joueur. Et ça reste aujourd'hui le 3e meilleur buteur de l'histoire du FC Nantes. Et si on prend en termes de ratio match-but pour des joueurs qui ont joué au moins 10 matchs, hein, logique, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Nantes. Voici Bruno Bellone. Joueur de Ligue 1 dans les années 80, passé par l'AS Monaco, surtout par l'équipe de France aussi, hein, qui a eu une vie de fou, des trophées, des blessures, du talent, beaucoup de talent, et puis une carrière brutalement arrêtée à seulement 28 ans. C'est dommage, mais c'est la vie, donc voilà, il met fin à sa carrière, et puis il entame sa retraite, sauf que 9 ans après l'arrêt de cette carrière, il revient pour son jubilé, organisé quand même longtemps après, on peut le dire. Il y a plein de grands noms qui viennent pour l'occasion et tout, la liste est folle, et ce jubilé est organisé parce qu'il a trop de dettes. Pour rembourser ses dettes, voilà, il se dit pourquoi pas faire une petite fête pour l'arrêt de ma carrière qui était il y a presque 10 ans. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Retour sur Roland Courbis, parce que oui, qui dit grand personnage dit au moins 2 anecdotes dans la vidéo. On a déjà parlé de la prison, tout ça, hein. Chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a quand même reçu 2 balles dans le corps, hein. Je vous le dis, ça mérite une vidéo à part entière, ce monsieur. Alors il s'en est sorti, et puis je lance un appel si jamais quelqu'un le connaît et passe par là. S'il veut venir parler, j'organise une émission spéciale, parce que je pense qu'il y a trop de trucs à dire. En juillet 1999, l'OM recrute Lamine Diatta. Petit jeune de Toulouse, hein, qui vient de faire une première saison en pro, intéressant, tout ça. Il est vendu à Rennes, quelques jours après son arrivée.
Il est resté encore moins longtemps que Thauvin à Lille, c'est vous dire. Et ce qui est encore plus marrant avec lui, c'est que quand on regarde sa carrière, cette situation qui n'arrive à personne, hein, quasiment, ça lui est re-arrivé dans sa vie. Quand il a signé en Écosse en 2009, hein, bah il a été revendu moins d'1 mois plus tard, sans jamais jouer, au Qatar. Encore un nom, on l'a cité tout à l'heure, mais on n'en a pas assez parlé, Bernard Lama. Légende du foot français, 16 saisons en Ligue 1, à Lille, à Paris, à Lens, à Metz, à Rennes, à Brest. Icône, tout simplement. Mais par contre, en 1997, quand il est au PSG, il se fait suspendre 5 mois pour cannabis. Consommation de cannabis, hein, c'est mieux, mais vous m'avez compris. Alors il fait plusieurs appels, hein, il prend 2 mois ferme finalement, avant de négocier pour finir sa saison avec le PSG et n'être suspendu que pour le tournoi de France avec les Bleus à la fin de la saison. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le tournoi de France, c'était un tournoi amical de préparation à la Coupe du Monde 98 l'année suivante. Hein. C'est le tournoi où Roberto Carlos met son célèbre coup franc. Mais ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que cette suspension pour consommation de cannabis, ça a eu un effet papillon assez gros quand même. Hein. À cause de cette suspension, Barthez s'installe dans les buts des Bleus. C'est sûrement pas la seule chose, mais ça a grandement joué au fait que c'est lui qui disputera la Coupe du Monde 98 l'année suivante, reléguant Bernard Lama sur le banc. Ensuite, vous connaissez Barthez dans les buts, l'attentat sur R9 en finale, la victoire en Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se serait passé? On ne saura jamais. Truc encore plus marrant, 1 an avant la suspension de Lama pour consommation de cannabis, Barthez a été suspendu à Monaco pour consommation de cannabis. Et lui, il a pris sa suspension. En 1993, pendant un bon Marseille-Bordeaux des années de la rivalité bien là, Zidane a mis un coup de poing à Marcel Desailly, à l'abri des regards pendant un moment un petit peu lambda, et lui a ouvert l'arcade. Regardez les images, on voit pas trop le coup de poing, mais quand on voit l'état de Desailly, on sait. En 2015, au PSG, il y avait un certain Moridio, gardien en réserve, hein, formé à Paris, qui attendait sagement son tour. Sauf qu'au moment de décider si le club allait le prolonger ou pas, hein, ils se sont aperçus que le petit, il tweetait pas mal. Et ils ont lu pas mal de trucs. Alors il y en a beaucoup qui sont tout simplement pas montrables à l'écran. Mais si je devais en choisir un qui m'a quand même bien fait rire, sachant que c'est quand même un gardien du PSG, c'est, j'avoue, Renan Lecrom, qui à l'époque était 3e gardien, je crois, du club. Il est payé 24 000 € alors qu'il fait rien. Moi, je suis là sur le synthé à me faire des pizzas pour rien. Les réseaux sociaux chez les footeux au début des années 2010, quand ça venait d'arriver, pareil, il y a une vidéo à faire, je pense. Maintenant, soyons unanimes. Si je vous dis Ligue 1, derby, bagarre, vous me dites Paloma Tolisso. La vie de ma mère, je suis où il habite Tolisso. Sa meuf, elle met des claques au lycée, il fait ça. L'enculé, ce Du coup, j'étais obligé de me demander, il devient quoi ce cher Paloma? Alors il est passé par Auxerre, un club turc imprononçable, le FC Versailles, et il joue maintenant à l'US Coulommiers en National 3. En termes de carrière, je crois qu'on peut le dire, Tolisso a gagné la bagarre. Rendons maintenant un petit hommage à un club qui nous a quittés cette année, les Chamois Niortais. Un logo, on peut dire, il est iconique, une équipe historique, surtout en Ligue 2, mais qui est quand même passée par la première division, c'est pour ça qu'ils sont là. Et cette montée en Ligue 1, je voulais revenir dessus, parce qu'on est quand même sur un truc assez gros. En 1983, l'équipe est en 4e division. Elle monte en 84, elle monte en 85, passe 2 ans en Ligue 2 avant de monter en 87, ce qui nous fait donc 3 montées en 4 ans. Et ça y est, Niort joue en Ligue 1. C'est absolument formidable. Bon, ils vont en profiter, hein, parce qu'ils vont faire une année, et après, on les reverra plus jamais. Ça, je me rappelais pas du tout, mais je pense que si tu me demandes si c'est vrai ou pas, je dis tellement faux. Mamadou Sakho a joué pendant des mois au PSG avec un plâtre à la main. Alors, comment j'ai pu zapper ce truc? Je crois que c'est encore pire que Souleymane Diawara qui jouait avec des gants sous 30 degrés dehors. Sur l'emplacement actuel du stade Vélodrome à Marseille, eh ben avant, il y avait une usine de voitures. L'usine de Turcaméry et compagnie, hein, une marque française de véhicules hein, qui a disparu depuis. Et bientôt, une plaque commémorative hein, en l'honneur de cette usine sera installée devant le stade Vélodrome. Et pour la présentation, ils ramèneront même un des 2 modèles restants de cette marque. Alors là, les gars, mouillez-vous la nuque, je vais sortir un nom, je pense que même Scipion, il a pas. Jean-Joël Pierre Doumbé. Ancien défenseur camerounais, passé par Auxerre, Rennes, Toulouse, qui a vu sa carrière brisée très tôt aux Glasgow Rangers à cause d'une blessure.
Pas très cool, mais il y a un truc marrant quand même avec lui. C'est quand on regarde sa page Wikipédia. Parce que monsieur est formé à Auxerre. Donc dans la section Auxerre, on peut lire. On raconte à Auxerre que le jeune Jean-Joël, déterminé à gagner sa place en équipe 1 dès sa première année en Bourgogne, escaladait les grillages du stade pour bénéficier de ses installations, sa salle de musculation plus exactement, et ainsi s'entraîner la nuit. S'il y a une personne en France qui regarde cette vidéo et qui a la réponse, écris les commentaires, envoie-moi un DM Insta, un mail, n'importe quoi, je veux savoir. Et puis mes amis, nous allons terminer cette vidéo par encore une figure emblématique de la Ligue 1 qui nous a quittés malheureusement, Loulou Nicolin. Et comment parler de Loulou Nicolin sans parler de ses déclarations? Là aussi, il y en a pas mal qu'on peut pas mettre dans la vidéo, mais je vous en ai quand même sélectionné une. Hein. On est au moment du coup de sifflet final du match où Montpellier est sacré champion de Ligue 1. Paga, avec son micro Canal+, court vers lui tend le micro, et qu'est-ce qu'il va dire comme première phrase? Au moment où son club de toujours, sa vie, est sacré champion de Ligue 1 à la surprise générale, il dit ça. C'est autour. C'est fabuleux. Et ce qu'on dit là, c'est un truc de fou. Un truc de fou, mais maintenant, un petit nul à Auxerre et branlette espagnole. Un fou, cet homme est un fou. C'est le genre de personne... Faut faire attention avant de lui tendre le micro. Mais là, ils étaient obligés. Montpellier champion, t'étais obligé de lui donner le micro. Voilà, on termine cette vidéo avec le sourire. J'espère que ça vous a plu. C'est sans anecdote. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et puis je vous rappelle, bien sûr, que vous avez jusqu'à vendredi soir pour rejoindre le tournoi MPG avec le code PLANETE dans l'application. Tout est 100% gratuit. Peut-être qu'on se croisera. Bonne chance si jamais vous jouez contre moi. J'espère vraiment que je vais pas me faire humilier. Et puis je vais terminer comme je termine mes Planètes Ligue 1 en vous disant vive la Ligue 1. Ciao les amis.